Alors, les retraités ont-ils des raisons de se plaindre? Vous nous répondez. Il faut avoir en tête deux chiffres importants. Le premier, c'est la masse d'argent que la France consacre à la retraite. C'est 14,5% du PIB, alors que nos voisins, la moyenne de la zone euro, c'est 12%. Ça fait 60 milliards d'euros d'écart. Donc, vue de sérieux, si je puis dire, la masse d'argent que nous consacrons aux retraites est beaucoup plus importante que nos voisins. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est le taux de pauvreté par génération. C'est calculé par l'INSEE régulièrement, les derniers chiffres datent de 2015, donc pour les jeunes, 18-24, puis les trentenaires, les quadragénaires, les quinquals et les sexas, et plus de 65. Le taux de pauvreté des plus de 65 ans, il est 3 fois inférieur à celui des 18-24 ans. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une telle interversion, parce que, évidemment, traditionnellement, ça n'était d'ailleurs pas une bonne chose, les personnes âgées étaient à la charge de leurs enfants et vivaient dans le dénuement, parce qu'ils n'avaient plus d'occupation rémunérée. Aujourd'hui, on est dans une inversion complète et très significative, 3 fois supérieure, alors que dans les années 70, c'était le contraire. Alors, ce constat étant posé, il faut regarder un peu justement au sein de cette masse énorme de retraités. 14 millions de retraités en France, c'est beaucoup. Et là, on voit qu'il y a évidemment des disparités qui sont très importantes. Et il y a notamment une génération à l'intérieur de ces retraités, qui est la génération éblouissante, qui a vu toutes les portes s'ouvrir à toutes les étapes de sa vie. C'est celle des baby-boomers. Né dans les années 40, alors qui est entré sur le marché du travail au moment du plein emploi, et qui a acheté son logement au moment de la grande inflation, donc qui a payé en monnaie de singe, et puis qui, à partir du moment où elle a accumulé un capital, a vu l'inflation diminuer, donc a vu son capital se valoriser, et a pris sa retraite au zénith de la redistribution, c'est-à-dire au moment où le système était le plus généreux. Et il y a une année de naissance en particulier. C'est Louis Chauvel qui a calculé ça, 1948. Voilà pourquoi je vous demandais votre date de naissance. Je le sentais venir. 1951, c'est ça? Les gens nés en 1948 gagnent en moyenne 20% de plus toute leur vie que ceux qui les ont précédés. 20%. 20%. Et 20% de plus que ceux qui les ont suivis. C'est la génération en or, si vous voulez. Et alors, évidemment, on peut se demander pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Il y a un facteur qu'il faut souligner quand même, quand on essaie justement de comprendre pourquoi, la France transfère autant d'argent à ses anciens, et deux, le sort particulier de cette génération qui tire la moyenne vers le haut, parce qu'il y a évidemment des retraités très très modestes. Et je crois que l'origine de ça, c'est 83. C'est le moment où on est passé à la retraite à 60 ans, complètement à contretemps. C'est-à-dire au moment où à contre-temps de quoi? De la démographie. C'est-à-dire à la veille de l'explosion de la catégorie des plus de 60 ans. En 83, au moment où cette décision est prise, c'est évidemment le pouvoir de François Mitterrand, il y a 5 millions de retraités en France. On en a 14 aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une croissance de 180%, alors que le nombre de cotisants est passé de 13 millions à 18 millions, croissance de 35%. Donc vous avez là à la fois l'explication des déficits récurrents et puis évidemment la raison de ces transferts. Le temps qu'on corrige, plusieurs étapes, 93, la réforme de Balladur, 2008, 2010, la réforme de Fillon, et puis la réforme à venir de Levoix-Macron, qui tâche de rééquilibrer un peu les choses. Le problème, c'est évidemment la catégorie des retraités modestes, qui eux... Et d'un mot, François, lorsque les retraités entendent ça, ils disent souvent « Oui, mais nous, on a fait des semaines de 45 heures, on a travaillé plus longtemps, les conditions étaient plus pénibles. » Est-ce qu'ils ont raison? C'est vrai qu'ils ont travaillé beaucoup. C'est vrai qu'ils ont travaillé souvent dans des conditions matérielles qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Ils ont vécu aussi dans des logements qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Moi, j'ai souvent pas mal de courriers sur ces sujets que je suis avec beaucoup d'intérêt. Et donc, j'ai souvent des auditeurs qui me disent « Mais monsieur, moi, on avait les toilettes sur le palier, etc., sur le balcon. » C'est vrai, c'est vrai. C'était des conditions de la France d'après-guerre. Alors, évidemment, il y a deux façons d'apprécier ça. On peut se dire, finalement, en termes matériels, c'est mieux aujourd'hui. Mais la vérité aussi, c'est que quand vous êtes dans une trajectoire ascendante, le niveau relatif compte un peu moins parce que vous estimez, justement, vous avez la perspective, non pas de vous enrichir forcément, mais au moins de voir vos conditions matérielles s'améliorer. Mais pour nuancer ce propos, ce constat général, est-ce que les retraités n'ont pas été parmi ceux qui ont été le plus mis à contribution ces dernières années? Si, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pris une avoinée.
Hein, c'est vrai. Qui ne date pas d'ailleurs de Macron, parce que la première mesure, pour autant que je me souvienne, c'est de l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est la suppression de la demi-part fiscale des veuves et des veuves. Ça a fait mal. Ça a été une décision qui a été prise. Ils avaient un avantage fiscal, les veuves et les veuves, parce qu'on considérait que justement, compte tenu de leurs difficultés, du fait que ils étaient tout seuls alors qu'auparavant ils étaient deux, il fallait que la communauté les aide. Et pour des raisons fiscales, budgétaires, on a supprimé cet avantage. Ça s'est produit en fait lorsque Hollande est arrivé, mais il n'a pas remis en cause cette décision. Et puis il y a eu la désindexation des retraites complémentaires. Il y a déjà plusieurs années, je crois que ça date de 2014. Bon, c'est au moins la moitié de la pension. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est restée à zéro. Et puis tout récemment, évidemment, la moindre indexation des retraites de base et surtout l'augmentation de la CSG. Sur le principe, quand on voit le constat macroéconomique qu'on a fait, bon, on se dit après tout, c'est pas normal de faire un transfert. Encore faut-il bien viser. Parce que c'est quand même ça le problème de la mesure Macron, c'est que son seuil de déclenchement est très bas. 1 200 € pour une personne seule ou 2 000 € pour un couple. Franchement, on n'est pas riche. On n'est pas riche. Donc ces gens-là ont payé cher. Et c'est d'autant plus, évidemment, difficile pour eux que les retraités les plus fortunés, ils ont bien sûr payé la CSG. Mais dans le même temps, l'ISF a disparu. Puisque l'ISF frappe le capital qui est majoritairement en France détenu par les plus de 50 ans. Et plus encore par les plus de 60 ans. C'est majoritairement des retraités qui payaient l'ISF. Bien sûr, parce que évidemment, alors les retraités vous diraient mais c'est normal puisqu'on a eu le temps d'accumuler. C'est pas faux, mais il y a aussi un autre élément, c'est que compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, on hérite maintenant de plus en plus tard. Donc l'argent va des très vieux aux vieux. Et du coup, évidemment, ils sont plus exposés à l'ISF, mais aujourd'hui, allégés de cet impôt qui a disparu. Alors, constat global, ils n'ont pas vraiment des raisons de se plaindre, ces retraités, même si on a vu qu'il fallait distinguer selon les retraités. Il faut le faire, je crois. Et on a vu aussi que malgré tout, ils avaient commencé à contribuer depuis une dizaine d'années en gros. Et que depuis quelques années, ils ont quand même payé la note. Je pense qu'on n'a pas compris la finalité du truc. D'abord parce que c'est compliqué, honnêtement, et ensuite parce que ça a été saucissonné. C'est-à-dire, on vous fait la CSG à un moment, puis une partie de la baisse des charges, puis une autre à tel moment. Et parallèlement, la taxe d'habitation s'est divisée en 3. Attendez, c'est un truc d'énarque. Il y a des minimum vieillesse qui sont à 800 €. Comment on peut vivre avec ça? Ils ont été augmentés. Oui, justement, ils ont été augmentés. On fait ces efforts-là pour augmenter au moins ces minimums. Malheureusement, c'est mal expliqué. On se souvient qu'il en avait fait. Il aurait dit je m'en prends au baby-boomer de 68, la mesure serait passée beaucoup plus facilement. Je voulais vous montrer un chiffre, François, et vous demander si ceci avait un rapport avec cela. C'est le nombre de retraités qui travaillent. Dernier chiffre disponible, regardez, 478 000. Alors vous disiez 14 millions de retraités, donc c'est pas énorme en proportion, mais ce chiffre, il a semble-t-il doublé en quelques années. Est-ce que c'est un rapport avec la façon dont peut-être on a demandé une contribution plus importante aux retraités ces dernières années, ou bien c'est parce qu'ils sont plus jeunes et donc qu'ils sont plus en forme? Je pense que c'est la conséquence directe des réformes des retraites et notamment de celle de 2010. C'est-à-dire que, si vous voulez, de fait, il y a un certain nombre de gens qui ont pris quand même leur retraite, mais avec des pensions amoindries, qu'ils complètent avec un travail rémunéré d'une part. Et puis, il y a un autre chiffre tout à fait lié à celui que vous évoquez, c'est le taux d'activité des 55-64 ans, qui a très fortement progressé. On est aujourd'hui à plus de 50%, 55% si ma mémoire est bonne, alors que c'était 30% il y a 20 ans. Donc là, ce sont, si vous voulez, c'est toute cette génération de ce qu'on appelait naguère les pré-retraités, vous vous souvenez de cette expression un peu baroque, qui d'ailleurs a bénéficié de dispositifs spécifiques financés par la collectivité ou par l'assurance chômage, et qui aujourd'hui répond aux signaux qu'on envoie de façon constante depuis une vingtaine d'années, et en allongeant la durée de cotisation et en diminuant les montants de pension, bien sûr, et qu'ils se disent... Alors, on ne fait jamais que rattraper là aussi la moyenne européenne, parce que en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus de retraités qui travaillent parce que les retraites sont beaucoup plus faibles proportionnellement. L'Allemagne a gelé les retraites pendant plusieurs années après les réunifications, et ça a été la conséquence de l'unification des systèmes de retraite à l'Est et à l'Ouest. Et au total, le taux de pauvreté, pour le coup, des seniors allemands est beaucoup plus élevé que chez nous. Il y a certainement un déficit de communication
Mais il y a aussi un déficit, une erreur de conception. Le seuil de déclenchement de la CSG est trop bas. 1200 euros. On frappe des gens très modestes et c'est pas normal. C'est mal calibré. Et puis aussi un problème. Une correction pour 300 000. Oui, pour 300 000. Mais alors, oublié, mais il y a si vous voulez, sur 7 millions de personnes frappées, on est à la marge, quoi. Et après, il y a une correction dans la correction. Tout à fait. Mais il y a aussi, je pense, une erreur d'exécution. C'est-à-dire qui est liée au problème de communication. Mais si vous coupez la queue du chat en plusieurs fois, ça va pas. Il faut faire une opération claire et nette. Enfin, pour avoir un message lisible, il fallait. Alors, évidemment, ça coûtait plus cher au plan budgétaire. C'est pour ça qu'ils ont différé les baisses de cotisation. Mais bien mettre en parallèle où allait l'argent. Et que les gens comprennent que si on leur prend un peu, ça allait plutôt chez leurs enfants ou chez leurs petits-enfants. Et que de ce point de vue, en termes de justice intergénérationnelle, ça pouvait se défendre. Pourvu que, je le répète, on ait pris un seuil de déclenchement plus élevé.